à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en entrevue Madame Cécile Redge, responsable à la défense collective des droits au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Madame Redge, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis contente d'être là avec vous. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, si on parle un peu de ce regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, il est né au début des années 80. Et je crois que c'était aussi en raison de la volonté de tout près d'une douzaine d'organismes d'éducation populaire de se doter d'une voix commune. Parlez-nous un petit peu de la création de ce regroupement. Oui, ben, la création, c'est ça, donc c'est dans les années 80. Et puis en fait, à ce moment-là, il y avait comme des enjeux un petit peu avec le système scolaire formel, parce que c'est ça, l'alphabétisation populaire, en fait, c'est reconnu officiellement aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. On est financé par le ministère de l'Éducation. Mais à l'époque, il y avait un peu des enjeux de reconnaissance. Et donc, c'est pour cette raison-là que les groupes d'alphabétisation populaire, donc ils étaient 11, si je me souviens bien à ce moment-là, ont décidé de créer le regroupement pour pouvoir ben, se faire entendre, être plus fort et pouvoir justement revendiquer un peu au niveau du ministère cette reconnaissance dont ils avaient besoin. Fait que c'est un peu comme ça que ça a été créé. Aujourd'hui, on représente 77 groupes partout au Bon. Québec. Et puis, on travaille quand même étroitement aussi avec des membres de la communauté sourde, parce qu'on a quatre groupes ou regroupements qui sont des groupes sourds, et on a aussi certains groupes d'alphabétisation qui ont des personnes sourdes, qui ont des ateliers d'alphabétisation pour les personnes sourdes. Donc, c'est quand même très important pour nous, ce lien-là. On travaille fort à le conserver aussi. Puis c'est ça. Donc aujourd'hui, le RGPAC, c'est vraiment un organisme qui travaille à la promotion, au développement des groupes d'alphabétisation populaire, donc tout ce qui est volet reconnaissance, financement, autonomie, tout ça. Et il y a un volet défense collective des droits qui est plus lié à mon poste à moi, donc des adultes peu ou pas alphabétisés, donc faire reconnaître un peu leur réalité, sensibiliser la population, puis faire respecter leurs droits dans la société. Fait que ça ressemble un peu à ça. Si on, si on parle de 77 groupes répartis à travers le Québec, c'est parce qu'il y a un besoin important. Quel est l'état de situation actuel et les enjeux peut-être, là? En alphabétisation? Tout à fait, oui. Oui, ben, c'est sûr que pour vous dresser un portrait global, là, c'est sûr que nos données sont pas à jour parce que on se base sur le PIK, le programme d'évaluation, oh, je sais plus c'est quoi l'acronyme, en tout cas le PIK, qui fait des études aux 10 ans. Et là, la dernière étude date de 2013, la nouvelle doit sortir très très prochainement, là, cet automne. Mais donc, la dernière qu'on a, c'est 19% des adultes âgés de 16 à 65 ans qui sont considérés peu alphabétisés. Donc ça, c'est à peu près, c'est des gens qui ont vraiment des grandes difficultés de lecture et d'écriture. Et l'autre chiffre qu'on entend souvent, c'est le 50%. Ça, c'est des gens qui vont être capables de lire des petits textes, mais qui ont des difficultés à comprendre l'information. C'est un peu les analphabètes fonctionnels, comme on les appelle. Donc c'est quand même encore un enjeu qui est très présent dans notre société, l'analphabétisme. Et puis nous, en alphabétisation populaire, la spécificité qu'on a, ce que font nos groupes, c'est vraiment ils apprennent à lire et à écrire, compter aux gens, bien évidemment, l'utilisation des appareils, des outils informatiques, puisque ça, c'est un enjeu aussi. Mais il y a tout l'aspect, comment dirais, participation sociale qui est très, très important dans nos groupes. C'est pas juste une approche scolaire en alphabétisation populaire. Les personnes peu alphabétisées qui sont dans nos groupes vont prendre part à la vie de leur groupe, vont être sur les CA, les comités, et il y a vraiment tout cet aspect de les aider à devenir des citoyens, des citoyennes à part entière, quelque chose qui est difficile quand on est peu alphabétisé. Bah, parce que c'est ça, quand on a des genres d'enjeux de lecture et d'écriture, s'impliquer dans la vie d'une société, ça peut être plus difficile. Donc ça, c'est très important dans nos groupes aussi. Au cours des dernières années, on a remarqué quoi? Le taux tente de s'améliorer ou la situation va de pis en pis? Je suis pas la meilleure placée pour répondre à cette question, mais je pense que c'était quand même assez stable. Là, je sais pas trop ce que va donner la nouvelle étude. Peut-être qu'on va avoir des surprises, mais il me semble que ça bougeait pas tellement. Je pense qu'il y a une légère amélioration quand même, évidemment. Mais c'est ça. On attend un peu de voir la nouvelle étude. Là, comme je vous ai dit, ça va sortir quand même très très prochainement. Là, donc peut-être qu'on verra qu'il y a une amélioration. Mais c'est sûr qu'il y a un aspect.
générationnel, on va dire, parce que c'est sûr qu'il y a quand même tu sais, tout l'enjeu des personnes âgées qui commencent à être moins comprises dans les études d'ailleurs, parce que je vous l'ai dit, le PIK, c'est 16 à 65 ans. Donc ces personnes-là qui ont été moins scolarisées commencent à sortir, entre guillemets, de l'étude. Donc ça peut aussi fausser les chiffres, entre guillemets. Mhm. Ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment de réponse plus précise. Mais je présume qu'avec les avancements technologiques, la situation doit quand même s'améliorer. Qui sont ces personnes, Madame Redge? Les personnes peu alphabétisées, c'est une vaste question. Ben, c'est ça, je vous ai parlé un peu des aînés qui, eux, il y avait vraiment des Ouais. enjeux de scolarisation dès le début. C'est sûr que la plupart des personnes peu alphabétisées, c'est des gens qui ont eu des parcours très difficiles. Il y a souvent des enjeux socio-économiques. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en lutte à la pauvreté aussi, parce que la pauvreté est un peu une cause, une conséquence. Donc, c'est des gens qui viennent de milieux difficiles, qui ont eu des parcours scolaires un peu chaotiques, qui peuvent avoir vécu des abus, de la violence, tant chez eux qu'à l'extérieur. Des personnes qui ont des handicaps aussi, c'est tous les dysphasie, troubles du langage, etc. Des personnes qui peuvent avoir de la déficience intellectuelle. C'est un portrait très vaste. C'est sûr qu'il y a c'est ça, c'est un portrait assez vaste, mais il y a vraiment, je dirais, des enjeux croisés de vulnérabilité à la base quand on parle d'analphabétisme, parce que c'est ça, c'est souvent des gens qui ont eu des difficultés à l'école à cause de leur histoire, en fait. Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est pas très clair non plus comme portrait, je vous dirais. C'est très hétéroclite, mais le point commun est que c'est toutes des personnes qui ont des vécus difficiles, souvent. Peut-être nous donner des exemples concrets de ce que peuvent subir ces personnes. On parle souvent du virage numérique et souvent dans le jargon, on parle de fracture numérique pour certaines personnes. C'est un exemple. Oui, oui, bah nous c'est ça, on travaille beaucoup sur ce sujet-là parce que, comme je vous disais, on travaille beaucoup en lutte à la pauvreté, on travaille avec le collectif pour un Québec sans pauvreté, mais depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup au droit à l'information et aux services accessibles parce qu'on a fait une consultation justement auprès des personnes peu alphabétisées qui sont dans nos groupes pour voir c'était quoi leurs problèmes principaux en fait. Et c'est ressorti comme un des éléments qui était le plus problématique. Donc le fait d'avoir les informations, d'avoir les services. Et bien sûr, la situation s'est dégradée encore plus avec la pandémie et le fait que le Mhm, gouvernement est en train d'entamer sa transformation numérique. Donc oui, c'est des gens qui vivent des fractures numériques assez fortes pour plein de raisons. Il y a les raisons financières, parce que comme je vous disais, c'est souvent des personnes qui ont des histoires difficiles, qui sont en situation de pauvreté. Donc c'est difficile d'avoir accès à des outils qui sont performants, des outils numériques performants. Internet c'est très cher, donc ça c'est un enjeu. Il y a tous les enjeux, bien sûr, de littératie numérique. Donc comme c'est des gens qui ont déjà à la base de la difficulté à lire, à écrire, comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, d'Internet, c'est comme une étape supplémentaire, surtout qu'on évolue dans un monde écrit en ligne. Donc ça pose encore plus de problèmes. Puis il y a le fait que bah, c'est ça, la majorité des outils numériques ne sont pas adaptés. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup pour les personnes en situation de handicap aussi, les personnes qui ont une déficience visuelle avec des sites web qui sont pas adaptés, le niveau de langage qui est sur les sites, la construction même du site qui peut être un peu, c'est qu'à l'air intuitive, mais qui l'est pas forcément non mhm. plus. Pour les personnes sourdes, tout l'environnement est créé par et pour les personnes entendantes. Fait qu'il y a, c'est ça, il y a vraiment différentes choses qui entrent en ligne de compte, en fait. Ouais. Le simple fait de prendre un rendez-vous médical peut être compliqué ou des changements d'adresse. Effectivement, vous avez raison. Et ça, c'est des montagnes qui sont difficiles à remonter pour ces personnes-là. Oui, mais parce ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, en fait, il y a déjà une première barrière à la base, liée justement aux enjeux de lecture et d'écriture. Et avec, quand on bascule les choses sur Internet, ben, c'est comme si on ajoutait un deuxième mur par-dessus le premier, là. Donc c'est vraiment très compliqué pour ces personnes-là d'aller prendre des rendez-vous en ligne. Et nous, on a des personnes, on a fait une petite consultation à l'interne avec nos groupes pour savoir concrètement c'était quoi les problèmes vécus. Et effectivement, au niveau de la santé, ça revient énormément bah, parce que c'est essentiel aussi. On a tous besoin de voir notre médecin. Et on a des personnes qui nous ont expliqué qu'elles ne voient plus leur médecin. Fait que ça, c'est vraiment Oh, un problème parce qu'en fait, comme on a basculé tous les rendez-vous en ligne, notamment avec des plateformes comme Clic Santé,
il y a des cliniques médicales qui disent à leurs personnes, ben, on ne prend pas les rendez-vous en personne ni au téléphone, il faut aller en ligne. Et quand ces cliniques-là vont jusqu'au bout de leur règlement, ben, ils n'acceptent pas que la personne prenne son rendez-vous en ligne et la personne va voir son médecin. Fait que c'est C'est quand même horrible, assez grave, là. surtout dans un phénomène de vieillissement de population, c'est inacceptable. Oui, bah c'est ça. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut dire aussi au gouvernement avec la campagne qui est en cours là, c'est que parce que le gouvernement se base beaucoup sur des chiffres qui tournent autour de 90% de la population à Internet, à des outils numériques. Mais c'est pas parce qu'on a l'outil qu'on sait l'utiliser, d'une part. Voilà. Enfin, c'est ça, c'est le principal problème. Et puis, le gouvernement doit aussi, c'est lui, son rôle, c'est de fournir des services. On peut pas dire, bah, quasiment tout le monde est capable, donc c'est correct. Ça marche pas, là. Il faut pouvoir fournir des services en personne pour tout le monde. Et la campagne, c'est un peu ça l'idée, c'est de montrer au gouvernement, ben vous rendez pas compte, mais vous allez laisser sur le carreau beaucoup plus de gens que ce que vous ne Ouais. pensez, parce que même une personne qui peut être relativement à l'aise avec le numérique comme vous et moi, ben, faire des formulaires en ligne, des démarches administratives en ligne, c'est très compliqué. Parce que c'est un langage administratif, un jargon qu'on maîtrise pas nécessairement, déjà pour vous et moi. Donc quand c'est en plus des personnes qui ont des difficultés de compréhension, de lecture, d'écriture, et qui savent pas utiliser les outils Internet, c'est juste pas possible, en fait, ça marche pas. Où le langage parfois est trop scientifique, Oui, très mal verbalisé ou vulgarisé. oui, c'est ça, c'est le jargon administratif. Le gouvernement a l'habitude d'utiliser ce langage-là, mais quand on Mhm. remplit un formulaire, on comprend pas très bien des fois de quoi on parle là. Ouais. Il est où le problème, vous pensez? Un manque de volonté politique, un problème sociétal? Bah, puis, c'est sûr qu'il y a un petit peu de tout ça à la fois. C'est sûr qu'on est dans une société aussi où le numérique bah, se développe, ça permet au gouvernement, puis ça c'est quand même dit euh, plus ou moins entre les lignes, mais quand même assez clairement aussi dans les plans de transformation numérique que ça va permettre de compenser la pénurie de main-d'œuvre aussi, de mettre en place des services en ligne, de transférer les choses en ligne. Donc c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, puis il y a effectivement parce qu'il faut pas non plus. Tu sais, nous, c'est sûr qu'on dit au gouvernement, faites attention aux gens qui sont exclus du numérique. Mais il faut quand même reconnaître que ça va aider beaucoup de personnes aussi. Toutes les personnes qui sont à l'aise, ça peut être un gain de temps d'aller faire une démarche en ligne. Faut pas non plus complètement occulter ça. Par contre, nous, ce qu'on dit vraiment dans la campagne, c'est il y a par contre des personnes qui sont exclues et il faut penser à elles. Il faut garder des services en personne pour ces personnes-là. Vous pouvez pas tout mettre en ligne. Donc c'est un peu ça, quoi. Vous avez cette campagne actuellement et quelles sont vos prochaines activités pour tenter du moins de faire bouger les choses? Oui, bah là en fait on a lancé une déclaration l'an dernier, en avril, Mhm. que vous pourrez trouver en ligne là. Cette déclaration, l'objectif c'est de recueillir 10 000 signatures d'ici février 2025, parce qu'on veut vraiment avoir l'appui de la population, donc sur les enjeux du virage numérique, qu'est-ce que ça a comme conséquences, etc., puis nos solutions. Et l'idée, après, c'est aussi d'utiliser cette déclaration-là comme outil, en fait, pour aller faire de la représentation politique, pour aller rencontrer, s'il veut bien nous recevoir, bien sûr, Eric Kerr, pour lui montrer, bah, regardez toutes ces personnes qui ont signé, c'est des personnes qui potentiellement vont avoir un enjeu avec la transformation numérique qui est en cours. Donc c'est pas mal ça les prochaines étapes. Donc la clôture de la déclaration. Et ce printemps, ce serait de faire de la représentation politique, aller déposer la déclaration. Puis c'est sûr que la campagne va perdurer parce qu'on se doute bien qu'on n'aura pas tout ce qu'on demande tout de suite en 6 mois, un an, là. Donc c'est quand même une campagne qu'on va poursuivre dans les prochaines années, là. En espérant que le ministre Kerr puisse vous recevoir prochainement. Euh, Peut-être le mot de la fin, Madame Moretz, si vous aviez un vœu à faire, que serait-il? Bah, qu'on nous écoute et qu'on garde des services en personne, peut-être aussi de ralentir la transformation numérique, parce que ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Le dernier plan de transformation numérique est sorti cet été et le gouvernement annonce qu'il veut accélérer sa transition, alors qu'il y a déjà des ratés. On l'a vu avec la stack Click, c'est pas réglé. Le protecteur du citoyen, d'ailleurs, a tiré un peu la sonnette d'alarme, fait que ralentir déjà, peut-être, première étape, et puis garder des services en personne, coûte que coûte, quoi. Absolument. Merci beaucoup de votre participation à l'émission des gens comme les autres, Madame Retsch. De rien, merci.
Alors, ce n'est qu'un au revoir et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables.